Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. On est le mardi 27 février 2024, on est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Aujourd'hui dans l'émission, nous parlons d'intelligence artificielle. Et oui, une révolution, comme plusieurs révolutions qui ont marqué le cours de l'histoire de l'humanité. L'IA est déjà présente dans nos vies. Quand nous demandons à une application de reconnaître une plante, de traduire un texte, quand nous utilisons Siri ou Google pour avoir des informations. Mais ce qui fascine le plus, c'est l'arrivée de ChatGPT, une sorte de robot programmé pour dialoguer de la façon la plus humaine possible. Alors comment l'intelligence artificielle va continuer à révolutionner notre vie au quotidien? On en parle aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. Bien sûr, si vous avez des questions ou si vous voulez réagir par rapport au sujet du jour, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Saïd Rouider, vous êtes informaticien, instructeur en intelligence artificielle. Bonjour. Bonjour. Avec nous aussi M. Abdelhamid Rbouh, notre collègue journaliste de Canal Algérie. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Et bien sûr, pour sa rubrique Pêle-mêle, Samira Hadjabar. Bonjour à tous. Bonjour, ça va, tu vas bien? Oui, très très bien, alhamdoulilah. Tu t'adaptes au thème, bien sûr, et aujourd'hui tu nous parles. C'est pas vraiment mon créneau, mais si, quand même un peu en tant que journaliste à la base, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, on va parler des deepfakes, petite rubrique en parallèle à l'IA. Très bien. Dangereuse IA. Dangereuse? Oui, dangereuse. On le saura d'ici la fin de l'émission. Pratique mais dangereuse. On verra. Alors, tu es là avec nous aujourd'hui parce que tu as préparé une série de reportages sur l'intelligence artificielle qui est diffusée dans la matinale Le Bonjour d'Algérie. Et puis, tu es là aussi pour participer à l'émission. Donc, une série de reportages. Pourquoi une série de reportages sur l'intelligence artificielle? Merci pour l'invitation. Donc, l'intelligence artificielle comme concept est un concept vague, multidimensionnel, donc qu'on ne peut pas définir. Donc, à cause de sa nature qui est en constante évolution. Donc, pour préparer ce sujet, je l'ai partagé en 4 phases, c'est-à-dire travailler premièrement sur les définitions et les origines de ce terme. Voilà. Puis, comme un phénomène sociétal, donc on a travaillé sur les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle. Et comme vous savez, l'intelligence artificielle, c'est un produit technologique. En même temps, c'est un objet qui est d'une valeur inestimable pour les États, pour les entreprises et pour les forces qui gèrent le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai préparé le troisième sujet pour parler des enjeux de ce phénomène, les enjeux politiques, les enjeux géopolitiques, les enjeux économiques et en plus les enjeux culturels. Et tout ce qui en dépend comme barité, comme la position des faces entre les géants du numérique. Et en 4e étape, j'ai voulu présenter un exemple pour la société algérienne. Est-ce que la société algérienne est prête à accepter l'intelligence artificielle? Est-ce que la famille algérienne est prête à accepter l'intelligence artificielle? Et quel impact aura cette intelligence artificielle sur nos enfants? Exactement. Et pour comprendre tout ça, il faut d'abord définir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Bien sûr. Et c'est avec vous, monsieur. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, au juste? Alors, si on devait donner une définition d'intelligence artificielle, il faudrait tout d'abord l'opposer à l'intelligence humaine. Donc, l'intelligence artificielle, son principe, c'est de reposer sur l'utilisation de l'informatique et de l'information de manière à pouvoir reproduire ce qu'on appelle les facultés humaines, comme par exemple la parole, la vue, l'ouïe, le toucher, etc., etc. Ainsi que par exemple pour l'utilisation de machines, que ce soit par exemple des robots, des véhicules ou des avions, des trains, des bateaux, etc., etc. Tout ça repose sur l'utilisation de l'information. Oui. Et pourquoi on dit intelligence artificielle alors qu'on sait très bien que l'intelligence c'est le propre de l'homme? C'est l'homme qui est intelligent, qui a un cerveau pour réfléchir, alors qu'une machine, si ce n'est pas l'homme qui va fournir des informations à cette machine et puis la programmer ou lui demander certaines choses en lui donnant d'autres informations, la machine ne pourra pas créer elle-même des choses. Eh bien, très bonne question. Par rapport à ça, comme l'a si bien dit Albert Einstein, on ne compare pas la capacité d'un éléphant à pouvoir grimper aux arbres. De la même manière que l'être humain dispose d'une intelligence qui lui est spécifique, qui est celle de pouvoir penser, réfléchir, parler, le singe aussi est doué d'une certaine intelligence qui est celle de pouvoir grimper aux arbres et de survivre dans les forêts. De la même manière, l'intelligence artificielle a sa propre manière de voir le monde
d'écouter le monde et de toucher le monde aussi. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle, pour distinguer entre la manière d'apprendre d'une machine et la manière d'apprendre d'un être humain. D'accord. C'est plus une utilisation artificielle qu'une intelligence artificielle, parce qu'elle utilise les données qu'on lui donne. Alors, c'est une très bonne question. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une très bonne question. Au tout début, c'est vrai qu'on pensait d'abord à juste utiliser. Mais désormais, ce que nous voyons, c'est que l'intelligence artificielle est capable elle-même de trouver des raisonnements que l'être humain ne peut pas trouver. Que ce soit par exemple dans la chimie, dans la capacité de trouver de nouvelles molécules, ou même, on le voit de plus en plus, par exemple dans la voix, dans l'image, etc. etc. Mais ça veut dire quoi? La machine a dépassé l'homme? Pas encore. Mais ça va pas encore, c'est-à-dire il n'exclut pas. Ça pourrait être effrayant. Apparemment, ça t'effraie toi Moi, personnellement? j'aime pas du tout. On verra. J'aime beaucoup et j'aime pas du tout. Voilà, si on peut faciliter une petite définition, on peut dire que l'intelligence artificielle est le domaine de la recherche informatique qui a pour base de créer et d'appliquer des algorithmes pour faciliter, pour permettre à la machine de réagir et d'agir comme le fera l'être humain. La machine qui va nous faciliter la vie, ça existe déjà. Nos smartphones, c'est des bijoux d'intelligence artificielle, c'est le cas déjà, mais on n'en était pas réellement conscient. Quand on utilisait Siri, ça existe depuis quand déjà? Plusieurs années. Plusieurs années. Siri, OK Google, Alexa, ce matin on en parlait, on a même fait des tests ensemble ce matin. Donc ça existait déjà, c'est pas nouveau, mais c'est ce qui a fait la différence, c'est le chat GPT et le fait d'avoir... On a l'impression que c'est une personne qui nous répond, qui est derrière. Exactement. Peut-être que vous pouvez revenir sur le fait que le chatbot existait depuis longtemps. Oui. On allait sur un site internet, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, puis vous avez quelqu'un qui vous répond normalement en simultané. Exact. C'est l'origine, la Sauf messagerie. qu'à l'époque, la grande différence entre les chatbots de l'époque et ChatGPT, c'est qu'à l'époque, les réponses étaient déjà préenregistrées. L'idée, c'était d'avoir un certain type de questions et un certain type de réponses qui étaient déjà prêts. Désormais, avec l'intelligence artificielle, c'est la machine elle-même qui va d'abord identifier la question et trouver la réponse appropriée à cette question de la même manière qu'un être humain répondrait à une question. C'est ça la grande différence. D'accord, très bien. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de suivre un reportage. Voilà. Le premier des reportages, c'est revenir sur les origines. Ouais. Voilà, définition des origines de l'intelligence artificielle avec Hamid El-Bouh tout de suite. A inventé des objets permettant à ces attributs d'être amplifiés, comme la voiture, pour se déplacer plus rapidement et plus loin. L'intelligence artificielle, de son côté, représente une extension de l'intelligence humaine, incorporant la logique et la capacité du calcul des ordinateurs. L'intelligence artificielle est en passe de devenir la technologie clé de l'avenir. L'intelligence artificielle regroupe un ensemble de théories et différentes techniques étrangères ou prévoir la météo. Donc, il y a plusieurs définitions pour l'intelligence artificielle, mais on va essayer d'utiliser la définition la plus simple. Généralement, je préfère celle-là. C'est un système intelligent, c'est un système qui permet de résoudre des problèmes que l'informatique traditionnelle n'a pas réussi de le faire. Je vais donner un exemple. Avec l'informatique traditionnelle, il était un peu difficile de concevoir un système qui comprend le langage naturel. Donc il y a eu des efforts, même à base de l'IA traditionnelle, mais qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Mais avec l'IA moderne, avec l'intelligence artificielle moderne à base de données, c'est l'IA numérique, on a réussi à avoir des systèmes comme le ChatGPT qui sont capables de mener une conversation avec un être humain de façon très fluide et de façon très efficace. L'intelligence artificielle est présente dans des smartphones,
des ordinateurs, des tablettes, les systèmes de navigation, de transport, les finances. Elle est même présente dans le domaine de la santé. L'idée de machines capables de penser est née au XXe siècle. Dès 1950, c'est au tour des scientifiques anglais et américains d'imaginer des machines pensantes. Les années 60 et 70, l'intelligence artificielle apparaît dans la culture populaire, surtout dans les films de science-fiction, comme l'Odyssée de l'espace ou Star Wars. Les années 90, l'intelligence artificielle réintègre les laboratoires de recherche par le progrès de l'informatique ou le big data. L'intelligence artificielle Deep Blue bat le champion du monde d'échecs de l'époque, Kasparov. Au cours de la dernière décennie, les améliorations techniques développent la performance d'algorithmes. C'est l'ère du deep learning. On trouve comme exemple l'algorithme de reconnaissance faciale de Facebook ou l'algorithme de voiture autonome. Donc l'IA, ça date de très loin, hein, donc ça date des années 40. Donc il y a déjà, donc, comme je viens de le dire, Alan Turing, il pensait à des systèmes intelligents. Donc il y avait aussi l'IA symbolique, c'est à base de règles. C'était l'IA qui était interprétable ou l'IA transparente. Et après, il y avait l'IA à base de données, donc il y avait les réseaux de neurones dans les années 80, etc. Et en ce moment-là, donc, nous avons l'IA à base de systèmes très puissants, c'est l'IA numérique à base de deep learning et toutes les technologies qui viennent avec, les large language models, etc. Aujourd'hui, le champ des applications de l'intelligence artificielle est immense. Les questions éthiques évoquées à partir de 1970 sont plus que jamais d'actualité et doivent faire réfléchir au statut des futures intelligences artificielles. Oui, ça doit nous faire réfléchir. La guerre des étoiles, je suis d'accord. Il y a justement une question par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, nous parlons d'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions à poser, si vous avez peur de cette nouvelle technologie, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Donc, un reportage que tu as réalisé, justement, où exactement ? Vous me tentez l'occasion pour remercier M. Bachir Abdelmalik, parce que c'est le directeur de l'école supérieure de l'intelligence artificielle, et il m'a beaucoup aidé, il m'a orienté dans mes recherches. Voilà. Quand on parle d'intelligence artificielle, je reviens sur la guerre des étoiles, quand on parle de l'intelligence artificielle, nous avons tendance à nous projeter dans un avenir de science-fiction où il pourrait un jour prendre, où elle pourrait, l'intelligence artificielle, prendre un jour le pouvoir. Est-ce que c'est possible? On va essayer est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on peut avoir peur ou pas de ça? Est-ce que ça peut arriver? Demander si David Vincent va vraiment arriver un jour en Algérie. Les envahisseurs. Ça m'étonnerait, je pense pas. Je pense pas. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question, puisqu'on est en train de voir notre monde dramatiquement changer en l'espace de quelques années. Il faut se dire qu'il n'y a que 13 ans depuis que le premier smartphone, l'iPhone 1, est sorti. Et depuis, on a vu la technologie aller de plus en plus loin. Donc la question maintenant, c'est est-ce que cette intelligence artificielle, elle va finir par nous dominer ou est-ce qu'elle va toujours rester au service de l'humanité? Ça, c'est une question pour laquelle je ne suis pas encore prêt à répondre, puisqu'on le voit bien, chaque année, la technologie évolue, mais on espère qu'elle ne nous domine jamais. Chaque jour, chaque jour même. Oui, chaque jour. Oui, est-ce qu'on peut avoir peur à ton avis? Ou est-ce qu'on devrait accepter comme chaque révolution, comme chaque chose, nouvelle chose qui est arrivée dans notre vie? Il faut avoir peur, bien sûr. C'est une technologie qu'il faut la gérer par des lois. Or, il n'y a pas de loi qui gère les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, et ça peut... Elle n'est pas toujours d'accord, elle n'est pas vraiment d'accord. Si, il y a eu quand même des outils qui ont été mis en place depuis plusieurs années, et c'est aussi en réforme à chaque fois. Puisque nous avons une agence, enfin c'est censé être dans ma chronique, mais bon, l'agence de cybercriminalité. On peut, il y a des lois, c'est puni, il y a des amendes, mais on ne peut pas contrer.
Et on n'est pas les seuls. On ne peut pas contrer la révolution de l'IA. Ça, c'est dans le monde entier. Mais des lois répressives existent. Et elles sont en permanence améliorées. Donc, ce n'est pas la façon dont les lois mènent leurs fonctions qui gênent. C'est-à-dire, il y a des progrès en chaque instant concernant l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Donc, on ne peut pas faire une loi en cette année qui peut gérer une révolution l'année prochaine. Voilà. Vous m'avez compris. Je vais donner les détails après. Après, on va développer dans ta rubrique, Samira, pêle-mêle, où tu nous parleras de deepfake. Voilà, exactement, deepfake. Alors, on va revenir Les deepfakes, c'est un exemple. Voilà, c'est un exemple. Les ingénieurs ont renforcé ce virus, ce deepfake qui permet de créer à partir du réel les réels. On en verra un petit peu plus tout à l'heure dans la rubrique de Samira, dans Pêle-mêle. Je voulais revenir sur la star un petit peu de l'intelligence artificielle. Enfin, ce qu'on connaît tous un petit peu, c'est ChatGPT. Comment ça marche ChatGPT? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe exactement quand on demande quelque chose à ChatGPT? Alors, le fonctionnement de ChatGPT est assez simple. Avant même de l'utiliser, il a d'abord fallu l'entraîner. Pour ça, les ingénieurs de chez Microsoft et plus précisément de OpenAI ont pris plus ou moins l'intégralité des questions et des réponses qui ont déjà été posées dans le moteur de recherche Bing. C'est-à-dire tous les articles de journaux, tous les forums, tous les blogs, tout ce que vous avez mis sur Internet, que ce soit Facebook, Twitter. Tous les data, en fait. Exactement. Toutes les bases de données. On a récupéré une quantité astronomique de data qu'on a ensuite entraîné dans un modèle. Ce modèle, techniquement, on l'appelle le Large Language Model, c'est-à-dire modèle de langage large, dans le sens où il récolte une quantité astronomique d'informations. On va entraîner cette machine de manière à ce qu'elle puisse associer chaque question à la réponse qui lui correspond, ou plutôt aux réponses qui lui correspondent, de manière à entraîner la machine à comprendre le sens de cette question. Et après de générer ce qu'elle considère comme étant le texte le plus cohérent par rapport à cette question. Et pourquoi quand on pose une question à ChatGPT, on lui repose la même question quelques minutes plus tard, il donnerait une autre réponse qui veut dire la même chose, mais il reformule autrement. Comment savoir que c'est fourni par ChatGPT quand, par exemple, on donne un devoir à faire à un enfant? Alors ça, c'est une très bonne question. Eh bien, ça repose tout simplement sur le principe de ChatGPT. ChatGPT, en soi, il ne sait pas ce qu'il est en train de répondre. Il faut le savoir. Par contre, ce que ChatGPT fait, c'est qu'à partir de la question qu'on lui pose, il va analyser chaque mot et va essayer de trouver la suite logique de ce mot. Par exemple, si je vous pose la question « Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin ?» ou « Qu'est-ce que vous avez bu ce matin ?» Eh bien, la machine va d'abord analyser ce qu'elle sait et va essayer de trouver la réponse la plus cohérente. En général, un petit déjeuner qui se compose d'un café, d'un croissant, peut-être de fruits. Ça dépend de là où on est. Chez nous, c'est le café. Les Anglais prennent... Tu dis en Algérie, si tu fais la précision de en Algérie, voilà, qu'est-ce qu'on prend au petit déjeuner en Algérie, il va te donner... il va te donner, on va dire, ce qui correspond plus à nos traditions. Exactement. Mais c'est bien ça l'idée, c'est qu'il imagine ce qu'il considère comme étant la suite logique de la réponse. Mais en soi, il ne comprend pas encore tout à fait la question. C'est très important. Il faut expliquer que c'est un algorithme, ce sont des algorithmes, des programmes qui sont développés et qui contiennent... Exactement. Puisqu'il tire ces informations d'Internet, comment savoir que les informations qu'il nous donne sont fiables? C'est ça la question. Jusqu'à présent, c'est l'objectif justement du projet de OpenAI, c'est d'arriver à faire en sorte que les réponses soient à 100% correctes. Pour le moment, on n'est pas encore arrivé à cette étape, on est même encore assez loin, mais on en est de plus en plus proche. L'idée, c'est plus on va avoir d'informations et plus on va pouvoir affiner ses recherches. Déjà avec le fait d'utiliser ChatGPT, à chaque fois qu'il va faire une erreur, le modèle va apprendre cette erreur et va la corriger pour une prochaine fois. Et on peut lui dire que tu as fait une erreur. Par exemple, oui. Aussi. Par exemple. Si vous permettez, oui, bien sûr. Je peux ajouter quelque chose. Aujourd'hui, les savants disent qu'il y a 3 types d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle généralisée. C'est à peu près qu'elle ressemble à celle, elle peut faire plusieurs tâches en même temps, comme ChatGPT version 4. Il faut préciser les versions. Voilà, version 4. Il y a l'intelligence artificielle où la superintelligence actuellement n'existe pas, parce qu'elle égale l'intelligence humaine. Il y a l'intelligence étroite. C'est les chatbots qui peuvent faire qu'une seule tâche. D'accord. Voilà. Merci. Oui. Mais peut-être que l'OpenAI, l'intelligence artificielle ne pourra jamais développer une émotion.
Et c'est ce qui fait que toute la différence, différence. avec... C'est en effet une très bonne question. Maintenant, la réponse que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a à peine 10 ans, on disait la même chose que ChatGPT, que l'IA ne saurait jamais répondre à des questions de manière naturelle. C'est On pas en est très déjà rassurant là. tout ça. Pas avoir de l'empathie, c'est impossible. Ni de l'amour, ni... C'est ça la question. C'est ça la grande question. C'est est-ce qu'elle serait capable? Donc, pour le moment, on n'en a pas encore une réponse. Mais ça a un nom, on appelle ça singularity. C'est le fait d'atteindre justement ce point où c'est bon, l'intelligence artificielle c'est bon, atteint le niveau humain et c'est fini à partir de là. On ne pourra pas évoluer plus l'intelligence artificielle. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passera ce jour-là? C'est ça la question. L'humanité... Non, on n'espère pas, bien sûr. Non, on n'espère pas. Pour le moment, on n'a pas encore atteint ce niveau, on en est même très très loin. Très bien. Alors aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Si vous avez des questions à poser, si vous êtes curieux, comme c'est bien là aujourd'hui, ouais, qui t'inspirait pas vraiment au début ce thème-là, mais finalement... Il est inquiétant ce thème. Inquiétant, on va Inquiétant. savoir. On va en parler encore. Donc n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Finalement, à quoi ça sert l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va ramener réellement un plus dans notre vie? Nous, au quotidien, on ne va pas parler on parle pas de la médecine, on parle pas, mais nous, tout simplement, dans notre quotidien, est-ce que ça va réellement nous apporter un plus? À l'origine, elle a été créée pour faciliter le quotidien de l'être humain. Exact. À l'origine. Je vais vous donner un simple exemple. Oui. Le quotidien d'une femme au foyer, c'est de faire à manger, enfin de s'occuper de la maison, faire à manger, s'occuper du linge, s'occuper des devoirs de ses enfants, s'occuper de tout ça. La ménagère, il y a beaucoup de ménagères qui nous regardent en ce moment. Et j'aimerais bien leur donner une réponse aujourd'hui pour leur dire, oui, l'intelligence artificielle pourrait peut-être vous aider, par exemple, à trouver une recette, parce qu'il y a un ingrédient qui manque dans la recette de base, mais finalement, ChatGPT, il y aura peut-être une autre recette pour cette femme au foyer qui a... Il y a des robots ménagères. Oui. Bien, on a créé des robots ménagères qui assistent la femme. Qui assiste, qui fait tout. Qui fait tout à la maison. Donc, c'est des créations. On a créé l'intelligence pour faciliter le quotidien de l'être humain. Maintenant, l'intelligence a dépassé des fois son rôle. Il faut toujours y avoir peur, c'est tout. Voilà. Il faut y avoir peur. Un robot donnera la chaleur qu'une femme, qu'une maman crée à la maison. C'est impossible. Même en mettant la température à bonne... Pour faire le ménage, c'est... L'accueil, l'émotion, c'est impossible. La chaleur humaine ne sera jamais remplacée par une machine. Mais dans notre quotidien, réellement, dans notre quotidien, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter en plus? Eh bien, il y a déjà quelque chose qui nous apporte, comme par exemple le Roomba, les fameux robots là qui font le ménage à la place de la femme. Oui. Donc, ils font partout, qui ramassent la poussière, etc. etc. L'aspirateur qui bouge tout seul, voilà. L'aspirateur qui bouge tout seul. Voilà. Ça, déjà, ça existe, et ça existe même depuis une dizaine d'années. Là, l'idée, ça va être d'aller encore plus loin. On aura des sèche-linges qui vont laver complètement, qui vont sécher en même temps le linge. Par rapport aux recettes, déjà, vous pouvez aller sur ChatGPT, vous tapez recettes de fête d'anniversaire, par exemple, et ils vont vous donner des centaines de recettes, déjà. Il y a même des autocuiseurs qu'on peut programmer par Wi-Fi, lancer quand on est en chemin, et puis le plat est déjà prêt quand on arrive à la maison. C'est la robotique aussi, il y a la robotique. Là, on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle la domotique, c'est-à-dire la robotique domicile. D'accord. Oui, c'est ça. Alors, tout ça, c'est bien Tu peux intéressant. programmer ta machine à laver à partir de là, de la tablette. Oui, ça existe déjà, la climatisation, pas mal de choses. C'est installé chez nous, ça y est. Voilà. Oui. Donc, c'est pour revenir, si on peut, à l'histoire de l'intelligence artificielle. Donc, pour certains, ils disent que les travaux de Khwarizmi au IXe siècle, en mathématiques, en algèbre, ont beaucoup aidé les Européens à faire des programmes qui sont la clé de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et comme on parlait tout à l'heure, on parlait d'informations qui sont prises aussi avec Internet. Et qu'est-ce qui est fait de nos informations à nous? Parce que logiquement, ils récoltent aussi nos informations. Et ça pourrait être effrayant aussi de savoir qu'il y a... Déjà, notre téléphone nous écoute, on le sait maintenant. Et donc, c'est il y a un les petit capteurs les neurotransmetteurs. Ça pourrait être effrayant aussi de savoir que nos informations personnelles sont stockées quelque part et qui vont être utilisées ou vendues. C'est quelque chose qu'il faut malheureusement accepter avec l'Internet. C'est-à-dire que quand vous allez sur un réseau social, que ce soit Twitter, Meta, Facebook, TikTok, etc., etc., il faut comprendre que tout ce que vous mettez sur ces plateformes va bien entendu être utilisé par les plateformes, grâce au fait que vous ayez signé un contrat lorsque vous créez votre compte. Vous savez, le contrat que personne ne lit. Pour être honnête, moi-même, je ne l'ai jamais lu ce contrat. Voilà. Et pourtant, dans ce contrat, c'est stipulé que ces entreprises peuvent utiliser vos données.
Mais on vous demande en même temps de donner l'autorisation à ces applications d'utiliser le micro, l'appareil photo, les contacts. Vous voyez la Parce qu'ils liste. collectent tout, en fait. On peut refuser. Alors on de peut le refuser, mais ils vont vous dire que vous ne pouvez pas utiliser l'application. faire. Voilà. Et la question c'est, est-ce qu'en refusant, ils ne le font pas? Voilà, Parce c'est que ça, il n'y a aucune garantie pour le coup. Et il y a par exemple le TikTok qui a déjà été, ou qui ont été complices justement de ça, du fait de dire qu'ils ne prennent pas certaines informations, mais ils les prenaient quand même. Donc c'est Donc ça ça la peut être question. effrayant. La question c'est que de ce côté-là, ce sera beaucoup plus on va dire la justice qui va devoir faire son travail. Puisque par exemple en Europe, ils ont signé donc une nouvelle loi qui donne l'autorisation en fait à n'importe quel particulier de réclamer l'ensemble des données que ces entreprises ont collectées, mais aussi de réclamer à ce que toutes ces données soient supprimées. D'accord. Donc, mais pour ça, il faut que c'est des lois qui doivent être mises en place dans ce contexte. Très bien. Alors, on parle toujours d'intelligence artificielle. Je rappelle le numéro de téléphone. Si vous voulez nous appeler, si vous voulez discuter avec nous par rapport à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, justement, comment on pourrait rassurer aujourd'hui les téléspectateurs par rapport à l'intelligence artificielle? Parce que comme Samira, par exemple, elle en a peur. Je suis tout à fait d'accord. Tu es effrayée un petit peu parce qu'il y a un qu'il très bon côté et il y a un très mauvais y a plus de côté négatif ou de positif? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'il y a plus de côté négatif ou de positif? Pour moi, je vous dirais positif que négatif. Pour moi, négatif. Si c'est bien utilisé. C'est Ça ça. dépend de l'intention de la personne qui est derrière. Mais j'aimerais vous donner un Non. exemple très simple, Oui. la voiture. Oui. Est-ce que vous savez que lorsque la voiture a été inventée, on posait exactement les mêmes questions? Mais c'est quoi l'intérêt de la voiture? Le cheval, il fait bien son travail. Pourquoi est-ce que la voiture ne remplacera jamais la chaleur d'un cheval? La voiture, c'est pas aussi utile qu'un cheval. Et pourtant, la voiture a complètement remplacé le cheval en une dizaine d'années. Et la voiture a été plus dangereuse que le cheval. C'est une bonne question. Comment? C'est surtout La parce qu'il y a voiture plus de a engendré voitures. beaucoup d'accidents, Bien sûr, la beaucoup voiture de a en problèmes. effet engendré des accidents qui ont ensuite engendré des lois et de nouvelles technologies Oui. pour empêcher ces accidents. Oui. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que de la même manière que la voiture, en évoluant, a forcé la société à évoluer, l'intelligence artificielle fera la même chose. Plus il y a de bolides, plus il y a d'accidents, plus les gens font de la vitesse et voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a des lois Là, on qui, a justement, évolué. sont là Oui. pour empêcher C'est le ces prix de la accidents. révolution. Exactement. Voilà. Il y a toujours un prix. Et par rapport à l'intelligence qui va prendre le pouvoir, on parlait hors antenne tout à l'heure d'un exemple, vous parlez maintenant de voiture, donc je vais citer l'exemple. Il y a eu déjà un incident par rapport à une voiture intelligente, on va dire, qui a un petit peu pris le contrôle et a fait un petit peu ce qu'elle Perdu le voulait. contrôle, tu veux dire. Voilà. Enfin, elle a pris le contrôle. Ah, pris le contrôle. Il y a eu un accident. Il y a eu un accident par rapport à ça. C'était aux États-Unis où l'intelligence artificielle n'a pas fonctionné comme il faut. Est-ce qu'un jour l'intelligence artificielle pourra bugger ou pourra faire des choses qu'on n'a pas réellement demandées? Alors, C'est pour ça que j'ai Oui. dit il faut gérer les défaillances de ces technologies. Donc il est géré par des lois. Voilà. alors c'est vrai que je ne peux pas vous dire là, il n'y aura jamais d'accident, parce qu'il y aura toujours des accidents, ça fait partie du propre de l'humain. Mais j'aimerais par exemple vous donner un exemple. Oui. L'être humain aussi, il bug, parfois. Parfois, on Souvent, est sur la ça route, dépend. on peut avoir, je vous donne un exemple, imaginez vous êtes en train de rouler pendant 8, 9, 10 heures, vous ne vous êtes pas arrêté. Parfois, vous allez vous endormir au volant, vous allez Exactement. peut-être perdre le contrôle de votre voiture. Charles, bien sûr. Vous allez peut-être accélérer trop vite, vous allez peut-être pas respecter les règles de la circulation. Oui. Est-ce que c'est si différent de l'intelligence artificielle qui, elle aussi, est capable de faire ces mêmes erreurs? Et dans ce point de vue, ça montre que l'intelligence artificielle converge vers l'humain plutôt que de le dépasser. Oui. Donc, dans un sens, oui, bien sûr qu'il y aura toujours des bugs. De la même manière que l'être humain se trompera toujours. Et il faut l'accepter, tout simplement. Elle ressemblera de plus en plus à un humain. C'est ça la question, c'est est-ce qu'elle va finir par ressembler à un humain ou pas? Déjà des films. Oui. Je Est-ce qu'on passe pourrait... en ce moment, d'ailleurs. Exactement. Est-ce qu'on pourrait s'attacher à une machine? Ah, ça c'est une très bonne question. Maintenant, Bah oui, quand on voit que, par exemple, sur Snapchat, le chatbot de Snapchat, qui est fait surtout pour des adolescents, on peut discuter avec, et puis il nous pose des questions en nous disant comment s'est passée votre journée, qu'est-ce que tu as fait de bon aujourd'hui. C'est des adolescents qui répondent. Alors ça peut avoir quelques dérives. Quand on est adolescent, c'est une période assez critique dans la vie d'un adolescent où on peut avoir de mauvaises réponses ou des réponses qui ne sont pas forcément adéquates pour un adolescent. Et ça fait un petit peu peur, surtout pour les parents. ouais. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui est beaucoup développé dans les pays d'Asie, comme la Chine, le Japon, où maintenant, pour eux, c'est tout à fait normal d'avoir des applications, discuter avec des intelligences artificielles. Pour eux, c'est devenu normal.
De la même manière que vous discuterez avec votre... Ils sont livrés par des robots. Oui. Les deliveries, c'est des... Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du Covid, dans les cités chinoises, où ils ramenaient tout par robot, comme ça, jusqu'à chez vous, directement, devant la maison. Ça, c'est bien pratique. Oui, c'est très pratique. Et Mais ça maintenant, tue le lien social. Voilà. C'est ça la question, c'est comment réussir à trouver l'équilibre entre l'intelligence artificielle qui ramène la nourriture chez moi et l'intelligence artificielle qui tue justement le social. C'est ça l'objectif. Il y a aussi un danger par rapport, quand tu as parlé d'adolescents, Oui. donc tu as dit les cours et tout, c'est valable pour les journalistes qui écrivent leurs Oui, par rapport articles. au- Sur, pour les auteurs qui peuvent écrire des livres grâce à ChatGPT, en fait tout, on peut tout faire. Il y a des emplois qui sont menacés dans le futur par rapport à l'intelligence artificielle. Oui. Le Clairement. journalisme, Même si on n'est par pas exemple. encore là tout de suite, mais Oui. probablement d'ici 5 à 10 ans, il y a quand même certains emplois qui vont être en danger. Non, Mais c'est à mon avis, je pense plutôt qu'être en danger, ils vont être transformés. C'est-à-dire que le métier, par exemple, d'écrivain, ça sera beaucoup plus un métier de quelqu'un qui va corriger des textes ou corriger des livres plutôt que d'écrire complètement de A à Z. Vous savez, parce qu'il y a C'est beaucoup de... tricher aussi, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de... C'est anti-déontologique. J'ai envie de dire que, par exemple, écrire un livre dans un clavier, c'est déjà tricher. Parce qu'un clavier, ça écrit plus vite qu'avec une main. Avec Non, la mais- main ou la machine à taper. non, mais Oui. c'est- Machine C'est à la écrire. réflexion de Machine à l'auteur. écrire. Ah oui, Magnifique. Parce Oui, que, voilà. après, c'est l'idée de C'est Et la à protection. partir de D'accord. ChatGPT, c'est pas sa réflexion. C'est la propriété intellectuelle. Voilà. C'est la propriété. Ouais. Voilà. Mais encore une fois, pour le moment, l'intelligence artificielle est très très loin de ça, Oui. vous savez. hein. On s'excuse. Si vous essayez de générer des textes avec l'intelligence artificielle, vous allez voir que ça n'a parfois pas aucun sens. On en est encore très très loin de ça. Et on peut reconnaître facilement un texte généré par Et l'intelligence surtout, un artificielle. être humain, pour le moment, a toujours cette capacité d'être différent de la machine. La machine est bonne pour reproduire, mais elle est très mauvaise pour créer. Mais dites-nous aussi qu'il y a eu des applications et des logiciels pour essayer de contrer ce genre de piratage, tricherie, tromperie. Voilà, c'est ce qu'il faudrait dans les universités, dans les lycées, au travail, tiens. Ouais, ça serait bien Au aussi. travail pour éviter la piraterie. Pour, par exemple, éviter, il y a en effet ce qu'on appelle les applications anti-ChatGPT qui permettent d'analyser le texte et de voir si cette intelligence artificielle, si ce texte a été produit par Généré l'intelligence par- artificielle, qui se trouve être une intelligence artificielle. Aussi. Donc là, on est en train d'utiliser l'IA pour contrer l'IA. Et c'est justement ce qui va se produire de plus en plus. L'arroseur arrosé. Pour contrôler, Voilà. non pas pour contrer. Voilà, pour contrôler, Mais exactement. aussi Contrôler l'IA. contrer. Parce qu'il y a des fake news. Vous imaginez toutes les fake news qui sont déversées sur, bah oui. sur Internet. C'est terrifiant. Et Tu vois, justement, terrifiant. Oui, terrifiant. Toujours dans la Voilà. peur. Justement, on va continuer avec un deuxième reportage sur les avantages et les inconvénients, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Voilà. Oui. D'accord. Alors, on va suivre le reportage de Hamid Elbouh, notre collègue, sur les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a révolutionné de nombreux aspects de notre vie de tous les jours. Cette technologie permet aux machines d'imiter certains aspects de l'intelligence humaine, comme la perception, la résolution de problèmes, l'interaction linguistique et bien d'autres. Les possibilités offertes par l'intelligence artificielle semblent infinies, mais cette technologie a ses avantages et ses inconvénients, et pourrait même nous poser des problèmes dans un futur proche. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour améliorer l'efficacité et la précision des processus de nombreux secteurs, ce qui peut entraîner des économies de temps et d'argent pour les entreprises. Les algorithmes de trading dans la finance peuvent être utilisés pour effectuer des transactions en temps réel et maximiser les profits. L'intelligence artificielle et la science robotique peuvent être utilisées dans les processus miniers, comme elles peuvent être utilisées pour explorer le fond des océans. En ce qui concerne les avantages de l'IA, on ne peut pas les énumérer parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages qu'offrent les systèmes intelligents. Donc on va commencer par les avantages les plus évidents, c'est que dans le domaine médical, donc les systèmes à base d'intelligence artificielle peuvent améliorer le diagnostic, ils peuvent être aussi utilisés pour la création ou bien la génération de nouvelles molécules pour les médicaments. On parle de l'IA pour générer les antibiotiques, nouvelle génération d'antibiotiques. Donc pour la santé alimentaire, donc les systèmes à base d'IA, donc on parle toujours de l'agriculture intelligente, c'est lutter contre les maladies des plantes et améliorer
le rendement donc, de l'agriculture traditionnelle. Donc, pour les autres systèmes, pour l'enseignement, l'éducation, les finances, l'industrie 4.0, les télécoms, le transport, la logistique. Donc, à chaque fois, dans tous les aspects du quotidien, donc, l'utilisation de l'IA permet d'améliorer l'efficacité et l'efficacité, c'est-à-dire permet d'améliorer la qualité des services et permet aussi de réduire le coût. Personnel, sans le consentement des utilisateurs, ce qui peut violer la vie privée. Aussi, les algorithmes d'embauche basés sur l'IA peuvent reproduire des stéréotypes de genre ou de race, ce qui peut conduire à des discriminations injustes. Enfin, l'IA peut remplacer les emplois humains, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur le marché du travail et l'économie en général. En ce qui concerne les inconvénients, donc, il y a eu plusieurs... il y a un débat qui est toujours d'actualité. Donc, les systèmes intelligents peuvent vouloir dominer et est-ce qu'ils vont exterminer ou bien ils vont rentrer en compétition avec les êtres humains? Est-ce qu'on va entrer en guerre contre ces systèmes-là? Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. C'est un point qui fait toujours pas l'unanimité parce qu'il y en a des personnes qui ne pensent pas que cela va arriver. Mais par contre, il y a un point qui fait l'unanimité qui est les dangers de l'IA quand les systèmes de l'IA ne sont pas très transparents et quand ils sont utilisés par des personnes pour influencer d'autres personnes. Par exemple, contrôler leur façon de consommer, c'est-à-dire on peut influencer les personnes c'est-à-dire pour les faire consommer un tel produit par rapport à d'autres, influencer leur tradition, on peut les influencer politiquement, etc. Donc le danger de l'IA, c'est que ces systèmes-là ne seraient pas utilisés de façon ouverte et transparente par telles que la responsabilité en cas d'erreur. L'IA est une technologie en constante évolution. Il est difficile de prédire avec certitude son évolution future. Cependant, il est clair que l'IA continuera de transformer de nombreux secteurs. Donc il est essentiel. Oui, de retour. Oui. Le sujet est tellement intéressant, on est en train de partir sur même les robots. LOLbot, c'est ça? Le robot qui fait des blagues. Humoriste Oui. qui a fait sans cesse l'année dernière dans un festival à Melbourne. Et au départ, ils ont été ravis et tout, mais c'était, je pense, juste la surprise. Le robot, alors l'IA, a pris la synthèse de tout ce qui pouvait faire rire un public, sauf que ça ne peut pas marcher. Parce que les blagues, l'humour, c'est relatif à toute société, à chacune des mentalités. C'est pas les mêmes langues, c'est pas les mêmes mots. Il y en a qui mettent des mots un peu sucrés ou salés, et donc ça marche pas pour tout le monde. Exactement, nous avons déjà C'est un flop. Nous avons un appel. Nous avons Linda, c'est ça, Linda d'Alger ou Lilia d'Alger? Nadia, pardon, Nadia. Bonjour Nadia, ça va? Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Merci. Alors, je vous appelle aujourd'hui pour partager avec vous mon inquiétude par rapport à nos enfants, au futur. Quel serait le futur de nos enfants avec justement cette intelligence artificielle? Quand je dis ça, je me rappelle à mon époque, quand je ne comprenais pas un mot, je demandais à ma mère, maman, ça veut dire quoi, tel ou tel mot? Elle me disait, prends le dictionnaire et va choisir, et va chercher ce mot. Donc on prenait le temps de chercher la signification dans du papier. Et par exemple aussi, quand on avait des exposés, c'était vraiment de la recherche. Maintenant, avec toute cette nouvelle technologie, nos enfants vont vivre à l'ère de cette technologie.
qui évolue très rapidement. Donc, dans une cinquantaine d'années, dans une vingtaine d'années, quel sera leur avenir? D'accord. Je comprends tout à fait. Vous avez peur que vos enfants ne fassent plus l'effort, justement, de faire leur devoir, ou qu'ils n'aient plus besoin de faire leur devoir, parce que le robot le fera toujours à leur place. Exactement. On aura beau être derrière eux pour leur enlever les téléphones, les écrans, les ordinateurs, mais il arrivera le jour où ils seront autonomes et ils ne feront plus l'effort de chercher et de faire leurs propres recherches. Très bien. Merci Nadia pour votre appel. Merci, au revoir. Merci. Alors voilà, oui, ça veut dire que l'humain plus tard n'a plus besoin de faire autant d'études, d'efforts. Oui, avant, on prenait le dictionnaire. Avant, pour faire un exposé, on allait à la bibliothèque, on lisait plusieurs choses, on faisait la synthèse et on présentait ça à notre prof. Aujourd'hui, on pose une question à l'IA, on lui dit, voilà, fais-moi un exposé sur telle chose, dans telle langue, par rapport à ça, voilà les points qu'il faut. Et puis l'IA nous donne tout prêt à imprimer. Ça peut faire peur un petit peu, oui. Ça peut en effet faire peur. Maintenant, la question c'est, est-ce que la réponse de l'intelligence artificielle est correcte ou pas? Comment le savoir? Parce que là, dans ce principe, on part du principe qu'on a une confiance absolue en l'intelligence artificielle. On ne peut pas avoir une confiance absolue en l'intelligence artificielle? Pour le moment, non. Pour le moment, non, puisque, et probablement même jusqu'à ça n'arrivera jamais? Oui, probablement. Pour une simple raison que l'être humain a toujours besoin d'expérimenter avant de pouvoir décider. Par exemple, je pense que toutes les mères au foyer ici, plutôt dans l'audience, sauront que quand un enfant, par exemple, vous lui dites ne va pas là-bas, il va quand même y aller. Oui. Puisque le propre de l'enfant, c'est la curiosité. Exactement. Donc, même si l'intelligence artificielle, elle a toutes les réponses, l'être humain sera toujours suffisamment curieux pour aller chercher autre chose. Elle a les réponses que l'être humain lui donne. Voilà. L'humain est toujours derrière. Donc, quoi qu'il arrive, il y a toujours une base humaine. Il y a toujours cette base humaine et il y a toujours la curiosité naturelle de l'être humain à vouloir savoir. Donc, même si l'intelligence artificielle vous donnera une réponse complète, l'être humain voudra toujours quand même savoir d'où vient cette réponse. Donc, de ce côté, je ne pense pas que l'intelligence artificielle va empêcher la créativité de l'être humain. Au contraire, elle va probablement le rediriger vers d'autres centres de créativité, d'autres manières de s'exprimer. On peut dire que l'intelligence artificielle est un outil qu'on utilise pour nous aider au quotidien? C'est pour faire simple. Et ça dépend de la personne, comment l'utilise la personne. Ça dépend de notre utilisation de cet outil-là. Ça peut être une utilisation positive comme négative. Exactement. Voilà. La manière dont on utilise l'intelligence artificielle, ça va avant tout reposer sur la personne qui l'utilise. Donc, malveillante ou bienveillante? Malveillante ou bienveillante. De la même manière qu'une voiture, un stylo ou n'importe quel autre outil le fait. Donc maintenant, la grande question qui se pose, c'est comment réussir à garder uniquement les aspects positifs de l'intelligence artificielle et comment retirer les aspects négatifs de l'intelligence artificielle. Là, oui, la question reste sans réponse. Pour le moment. Mais pour certains, l'intelligence artificielle est simplement une passerelle. Il va nous mener vers le tout numérique. Ça veut dire une ère du tout numérique. On l'espère pas. Voilà. Quand même. Après tout, le propre de l'être humain, ça reste quand même le contact social. L'émotion. L'émotion, exactement. Et on a besoin. Et on l'a vu lors du Covid, justement, comme tous les gens ont été déconnectés, les gens ont voulu se reconnecter de plus en plus. Être solidaire, apporter leur aide. Ce qui montre que fondamentalement, l'être humain veut être avec un autre être humain, quel que soit X. L'être humain veut garder le contrôle. Exactement. L'être humain veut garder le contrôle. Il a créé une intelligence qui va l'aider. Voilà. Tout simplement. Et tout de suite, nous continuons toujours avec l'intelligence artificielle dans Pêle-mêle avec Samia Al-Hadamar qui va nous parler du deepfake. Tout de suite. Alors, le deepfake, qu'est-ce que c'est? Voilà, on va d'abord donner la définition. Le mot deepfake est une abréviation de deep learning et fake, qui peut être traduit simplement par fausse profondeur. Voilà, mais il y a toujours, tu as vu, learning, on l'a entendu dans tes reportages. Et en fait, c'est une référence à des contenus faux qui sont rendus profondément crédibles par l'intelligence artificielle. Alors, cette technique, on dit qu'il l'a inventée. C'est un chercheur qui s'appelle Ian Goodfellow, vous le connaissez sûrement? Oui. Voilà, c'est ça. C'est un peu la star dans l'intelligence artificielle. Voilà, et c'était récent par contre, c'était en 2000,
2014 Je crois que c'était en 2004. Je crois que c'était en 2015 ou 2016. En 2017. tout cas, ça a vraiment explosé lors des élections de Trump. Oui. Alors, on regarde, c'est mon acteur préféré, je l'adore. C'est Morgan Freeman. Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Morgan Freeman qui est en haut. En bas, c'est un illusionniste qui en fait, ils ont utilisé la voix, une voix, pour essayer de faire parler Morgan Freeman, donc l'acteur américain. Ils ont aussi utilisé une synthèse de l'image. Mais dans tout ça, on explique que ce n'est pas parfait, que c'est reconnaissable, qu'il n'y aura jamais une synchronisation comme pour l'humain, c'est-à-dire entre la gestuelle et la voix et le corps, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est peur. Aujourd'hui. C'est ce qui fait peur. C'est ça qui fait peur, et surtout que, alors la technique, Ian Gottfried l'a inventé en 2017, mais ça existait déjà avant. En fait, ça existait en 1990, dans les années 90, vers la fin, où on utilisait ça au cinéma pour le doublage. Donc, il y avait déjà les prémices, même si ça existait avant, mais disons que vers la fin des années 90, c'était posé. Alors, c'est quoi le GAN? C'est quoi cette technologie? C'est Generative Adversarial, corrigez si je me trompe. Voilà, Network. Ce sont deux algorithmes qui évoluent mutuellement. L'un tente de fabriquer des contrefaçons aussi fiables que possible. C'est ça le principe. C'est tout le temps essayer d'améliorer la contrefaçon, ce qui est complètement illégal. L'autre tente de corriger, alors l'un tente de corriger l'image et l'autre tente de corriger le son pour que ça devienne parfait. Donc officiellement c'est apparu en 2017 plutôt, et c'est sur le site Reddit. Vous connaissez sûrement. Oui. Voilà. Et depuis, ce sont au départ c'était 8000 je crois vidéos par an, maintenant c'est doublé à 15 000. En fait ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas du tout. Alors, oui, on peut le faire avec, peut-être que vous connaissez Houdem. L'application, Application Houdin, voilà. Houdini plutôt. Houdini. Ouais, je crois que c'est Houdem, Houdem c'est un Houdini. site web en qui tout cas, propose, il y en a plusieurs. Voilà, un créateur de deepfake en ligne gratuit, parce que tout le monde peut le faire. Ah oui. Tout le monde absolument peut créer des. Comment ça marche? Tu télécharges ce genre d'application qui permettent de reproduire des vidéos aussi réalistes que possible. Mais il faut nourrir Tu mets tes photos, tes vidéos, c'est utilisé. C'est pas si difficile que ça, Oui. puisque la machine sait déjà comment faire de fausses images. Oui. Donc il suffit juste de lui donner quelques photos, peut-être une centaine de photos de quelqu'un. Une vidéo aussi. Ou une vidéo par exemple, et la machine va tout simplement reproduire les mêmes gestuels, les mêmes faces sur autre chose. Par exemple, on peut imaginer que, par exemple ici, on prendrait mon visage et on le mettrait, par exemple, sur Captain America, par exemple. Alors Tom Cruise a fait, sans ça fait des années qu'il existe des milliers de vidéos sur lui, des deepfakes. Donc, on l'a vu tuer quelqu'un et c'est pas, mais c'est trompeur. Ouais. Franchement, pour quelqu'un qui s'y connaît pas, ça peut induire ça peut ruiner des vies, des carrières. On utilise les deepfakes surtout en politique. Et ça, c'est encore plus dangereux. On l'a fait aux États-Unis, le président américain, mais beaucoup d'autres. Ça peut créer des conflits. Bien sûr. Voilà. Au cinéma, on utilisait comment créer les réels à partir du réel. Oui. Ou comment créer le réel à partir de l'irréel. L'irréel, exactement. Voilà. Et donc mais tout ceci n'est pas sans conséquence, puisque à l'étranger, par exemple, la plateforme qui publie où est publiée cette vidéo et le créateur de cette vidéo sont tous les deux logés à la même enseigne. C'est-à-dire qu'il y a une peine d'emprisonnement qui varie selon la gravité, la personnalité, la personne qui a été attaquée, parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a l'humiliation, la diffamation. Bien sûr, si on prend ta photo ou ma photo ou la photo de n'importe qui et on la met dans une vidéo où on a des propos qui sont
pas très... voilà. Donc ça nuit à notre image et donc c'est de la pure manipulation. Exactement. Et il y a surtout la désinformation. Et on imagine mettre la photo du président des États-Unis et annoncer une guerre. Sans monter aussi haut, mais pour une personne par exemple, pour toi ou moi, un jour on pourra atteindre à notre personne, rien qu'avec des fausses vidéos de nous faisant certaines choses alors qu'on ne l'a pas réellement fait. Mais comme l'information aura très vite circulé, ce sera très difficile de contrer ça. Et pourtant... De prouver le contraire, de prouver que c'est une fausse... Oui. Et pourtant, quand ça a commencé, c'était surtout les gens, c'était pour de l'amour, de l'émotion, puisque les gens essayaient de reproduire des vidéos où on voyait leurs parents, donc père, enfants, femmes. Personnes décédées aussi. Voilà, décédées, on leur redonnait vie, on avait l'impression qu'ils parlaient encore. Ça partait d'un bon principe, on va dire humain, mais sauf que ça a mal tourné après. Donc, dans le monde entier, il y a des lois, on essaye de lutter parce qu'on n'arrive pas à contrer. En Algérie, il y a un arsenal l'Algérie s'est adaptée à ça, elle essaye, comme tout le monde, il faut la coopération des États. Ça, c'est obligatoire puisque ça se passe sur la toile, ça se passe sur Internet. Donc une coopération d'abord arabe et ensuite européenne plus internationale. Et donc, il y a des lois qui sont sorties, et notamment celle de la loi 9.4 de 2009. Ça essaye d'identifier à peu près tout, le trafic, la piraterie, tout ce qui est automatique. Voilà. Ensuite, il y a eu la création de l'agence pour contrer ça. Ça veut dire que j'ai bientôt fini ma rubrique. Mais pour dire aussi qu'il y a eu d'autres lois, enfin il y en a plusieurs, dont l'article, dans le code pénal, la 394, il faut se renseigner. Vous avez le droit d'attaquer quelqu'un qui touche à votre image, qui vous diffame, qui utilise vos vidéos, vos photos, même si vous croyez que ce n'est pas important et tout. C'est important de réagir pour essayer de freiner, puisque c'est Internet et c'est difficile. Il y a encore plein de choses à dire, mais bon, voilà. On y reviendra peut-être dans une autre émission. Inch'Allah. Merci Samira Hadjamal. Voilà, deepfake. Version 2. Merci à vous, monsieur Anis Saïd Kouider. Vous êtes informaticien instructeur en intelligence artificielle. Merci pour votre participation. Merci Hamid Rebouh pour ta participation aussi et pour ton reportage qu'on peut suivre justement sur la matinale Bonjour d'Algérie. Voilà. Pas de problème. Et tout de suite, nous passons à la dernière partie avec la rubrique Wisha de Wahida Samchef. ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغلي يا أرض فلسطين قسما بالله العلي وربي العالمين يعي على مكيلاني وجبالك حرين قسما بالله العلي وربي العالمين يعي على مكيلاني وجبالك حرين يعي على مكيلاني يا أرض صلاح الدين احنا معاك شرقي وغربي كلنا في دار نتكلم من صميم قلبي لا نتأخر أبدا حربي ودم الشهداء للفتح وطني وشعبي هم المسبدين إيه تحيا فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين يا يعلمك إلهي يا أرض صلاح الدين فلسطين الثورية سلاح والإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان
De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie, et tout de suite place à la rubrique Wicher avec Wahida Samchif. Bonjour Wicher. Bonjour. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça commence avec un W pareil, Wicher, Wahida, donc voilà. C'est pas grave, j'ai compris. Ça va? Tranquille et toi? Alhamdoulilah, très bien. Super. Et tout de suite place à ta rubrique. Ah oui. Exactement, Wicher. Une rubrique bien sûr dédiée à la Palestine et aujourd'hui le sujet lequel? Alors en fait, comme on est en train de parler d'intelligence artificielle, on parle de technologie, de nouvelles technologies et dans quelques jours ça va être Ramadan. Donc je vais vous parler d'une application gratuite qu'on peut télécharger sur nos téléphones, nos smartphones. Alors, en fait, comme en ce moment on essaie de boycotter certaines marques qui malheureusement ne soutiennent pas la cause palestinienne, donc on se dit à nous, à notre tour de leur faire savoir que nous apprécions pas ce qu'ils sont en train de faire et du coup on ne sait plus quoi acheter. Qu'est-ce qui soutient et qui ne soutient pas la Palestine, donc ça devient un peu compliqué. C'est vrai que nous en Algérie on favorise la production locale, ce qui est déjà facile pour nous, mais on a pensé un peu aux autres Algériens qui vivent un peu à l'étranger, qui ne savent pas quoi choisir. En fait c'est simple, il y a des applications qui sont gratuites à télécharger. En fait le mot-clé qu'il faut mettre c'est boycott. On a Boycott Scan, Boycott X. On a plusieurs applications gratuites qu'on peut choisir selon ce qu'on veut. Donc c'est très simple. On télécharge, c'est une histoire de quelques secondes avec Internet qui est très rapide en ce moment, donc on peut tout faire. L'idée est très simple, c'est qu'au moment où on est chez soi, on fait notre liste d'achat. Une fois sur place, avec notre caddie, on scanne les aliments qu'on veut acheter, les produits qu'on veut acheter. C'est très simple. Soit on met un drapeau palestinien, soit on retrouve une croix rouge pour dire boycotter. Donc, je remets le produit dans son rayon et je choisis une autre marque ou un autre produit qui est autorisé. Donc, dès que j'ai le OK vert, c'est bon, c'est que c'est bien. Ce qui est avantageux avec ce genre d'application, c'est que non seulement lorsque je vais scanner le code barre, c'est que je peux savoir les composants, le pays d'origine, qu'est-ce qui a fabriqué, de quoi il est fabriqué, mais aussi je vais garder ça en historique. Parce que chaque semaine ou chaque quinzaine de jours, ça dépend le rythme de la personne, comment elle va faire des courses, les aliments peuvent changer. Et parfois, on rachète toujours les mêmes produits, mais on oublie. En fait, si aujourd'hui j'ai fait mes courses, c'est bon, tout va bien, j'ai scanné, tout va être sur ma liste. Si la semaine prochaine je veux refaire mes courses, je ne vais pas remettre les mêmes aliments ou les mêmes marques de produits. Donc je peux revenir sur mon application et je vais vérifier, ah tiens, j'ai mis cette marque ou pas, est-ce que je la boycotte ou pas. Donc là déjà ça va nous aider pour nous réorganiser. Un autre point aussi qui est important parce qu'on aime beaucoup compter ces derniers temps, voilà, donc je peux savoir mon rythme de consommation. Vu que j'aurai l'historique, donc je vais avoir des statistiques mais aussi des graphes. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir, si parfois les statistiques ne sont pas significatives pour nous, on se dit c'est quoi ça, ça peut être un peu compliqué pour nous, mais si j'ai des graphes, je pourrais au moins voir qu'est-ce que j'ai consommé le plus, voilà, et ce que j'ai consommé le moins. Il faut savoir que lorsqu'on utilise ces applications Boycott X, c'est qu'on va se rendre compte qu'on va faire beaucoup d'économies parce qu'on va faire la découverte de d'autres produits qu'on ignorait et c'est des produits qui sont 1000 fois mieux et coûtent beaucoup moins cher. Donc, c'est ce qui est des vraiment... alternatives aux produits qu'on doit boycotter, en moins cher et plus sain aussi. Plus sain. D'ailleurs, on va remarquer ça une fois qu'on va scanner, on va tout avoir les composants en détail. Donc, on va être informé de ce qu'on va avoir sur nos assiettes. Très bien, très intéressant. Quel est le nom de l'application? En fait, il faut mettre dans le moteur de recherche boycott. Je peux mettre Boycott X, Boycott Scan. Je vais retrouver plusieurs applications qui sont gratuites. Donc, choisissez les applications gratuites, les plus populaires, les mieux notées aussi, parce qu'à partir de 4-5 étoiles, c'est les meilleures. D'accord, très bien. Voilà. Merci, Wahida. Avec plaisir, Mounia. On se retrouve demain. Inch'Allah. Voilà. On se retrouve demain, bien sûr, pour une autre émission, un autre direct, demain, mercredi. On sera en direct sur Canal Algérie, en direct à partir de 10h30 pour votre émission Ma famille, ma vie. Normalement, demain, on parlera de l'attaque de panique, un sujet assez intéressant et qui parlera à beaucoup de personnes quand on est un peu stressé, on ne comprend pas pourquoi, on a des battements dans le cœur. Eh ben, demain, on vous expliquera tout ça. Et bien sûr, si vous voulez revoir l'émission d'aujourd'hui, c'est simple, allez sur YouTube, tapez Canal Algérie, cherchez Ma famille, ma vie et vous allez retrouver l'émission. Sinon, je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne Canal Algérie. Et à demain. Au revoir.